On est ensemble pour environ 1 h 30, donc jusqu'à 16 h. J'essaie de passer la diapo. Oui. Un petit point technique pour commencer. Votre webcam et votre micro ne sont pas activés. Et si vous voulez poser des questions, posez-les dans l'onglet Q&R en bas de votre écran. Donc, il y aura un temps de questions et réponses à un moment du webinaire. Le déroulement. Donc, je vais d'abord vous faire une petite présentation de l'Agence parisienne du climat et de nos actions. Ensuite, on aura une intervention de Rodolphe Chabagnier de la société Coulon, qui est donc une entreprise de travaux qui intervient dans l'étanchéité, l'isolation et la couverture. Et on aura ensuite un retour d'expérience de M. Rouillard, copropriétaire dans un immeuble du 11e arrondissement, dont les travaux sont aujourd'hui quasiment terminés. Donc ce webinaire est organisé par l'Agence parisienne du climat. On est une association créée en 2011 par la ville de Paris pour mettre en œuvre son plan climat air énergie, c'est-à-dire en fait son programme d'action pour la transition énergétique. Et on intervient sur différentes thématiques. En premier lieu, la rénovation énergétique des copropriétés, en accompagnant les Parisiens dans les différentes phases de leur projet avec un conseil gratuit et indépendant. On propose également une veille sur les sujets de la transition énergétique avec des articles réguliers sur notre site internet et la publication d'études et de guides thématiques. Et on organise aussi différents événements. Donc tous les mois, un atelier éco-gestes dans le logement. 4 fois par an, un café climat. Donc là, c'est un événement en soirée sur une thématique précise. Et chaque année, également, le défi déclic, sur lequel je vais vous dire un petit mot. Le défi déclic, c'est un challenge ludique et collaboratif pour agir concrètement pour le climat à son échelle. Il est destiné aux Parisiens et le principe est de s'inscrire en équipe, que vous viviez seul, en colocation, en couple, que vous ayez des enfants ou pas, et de réaliser des objectifs de réduction des consommations d'eau, d'énergie et de déchets sur une durée de 5 mois, en collaborant avec les membres de votre équipe et en étant accompagné par l'APC qui, sur cette période, organise des rencontres, des formations, des ateliers. Donc, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin du mois d'octobre et vous pouvez vous inscrire sur le site défi-déclic.org. Et ensuite, concernant la rénovation énergétique des copropriétés, je voulais vous dire aussi donc, que notre accompagnement s'appuie sur une plateforme qui s'appelle Coach CoPro et qui est un site internet destiné à aider les copropriétaires à avancer dans leur démarche de rénovation avec différents outils. Tout d'abord, un centre de ressources documentaires sur lequel vous pourrez trouver différents guides, documents sur la rénovation énergétique. Ensuite, un annuaire de professionnels, puisque une des missions de l'APC est de mettre en lien aussi des copropriétaires avec des professionnels qualifiés et spécialisés dans la rénovation énergétique. Et une carte des copropriétés rénovée sur laquelle figurent les projets terminés, exemplaires que l'on a accompagnés et donc vous pouvez les sélectionner et avoir accès à des informations sur les programmes de travaux, les coûts, les financements, les professionnels qui sont intervenus, etc. Donc pour être accompagné par l'Agence parisienne du climat, par le conseiller en charge de votre arrondissement, vous pouvez inscrire votre immeuble sur le site paris.coachcopro.com. Et maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Chabagnier. Vous pouvez partager votre présentation.
Fichier en haut à droite. Il faut peut-être le chercher dans ton truc, je pense. Retourne sur Chrome, peut-être. Là où tu es connecté. C'était ici. Yes. Ça va, vous avez... Non, j'arrive pas. Désolé, j'arrive pas à le. D'accord. Est-ce que vous voulez me l'envoyer sinon pour que je le partage? Ouais. Si vous l'avez, c'est là. bon, ça... Ouais, c'est bon. Ok. Je sais pas si je recule. C'est bon. C'est bon, il s'est affiché? Ouais, il est bien affiché en plein écran. D'accord, super. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Rodolphe Chabanier, Société Coulon. Donc, je suis responsable du service isolation bardage. Et donc, pour vous présenter ce webinaire, j'aurai avec moi Éric Delotal, qui est à mes côtés. Hop, je vous présente. Voilà. Éric, qui est directeur technique de Windotech, donc qui est la filiale menuiserie de Coulon. Alors, tout d'abord, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'une ITE, qu'est-ce qu'une menuiserie, et puis après, on va voir l'intérêt d'associer ces deux travaux ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ITE? Donc, ITE, déjà, ça veut dire isolation thermique par l'extérieur. Et on retrouve deux grandes familles pour faire de l'isolation thermique par l'extérieur. On retrouve la famille des enduits minces surisolants et puis la famille de tous les produits de bardage. Et on retrouve beaucoup d'intérêt à isoler par l'extérieur plutôt que par l'intérieur. L'opposé de l'isolation thermique par l'extérieur, c'est l'isolation thermique par l'intérieur. Donc là, on va vous parler d'isolation thermique par l'extérieur. Donc l'enduit mince surisolant, donc typiquement, c'est le petit éclaté que je vous ai mis sur la droite de votre écran. Donc on vient appliquer un isolant qui est souvent une laine de roche sur le mur de façade, un sous-enduit avec un treillis soudé pour tenir tout ça, et puis un enduit de finition. Voilà, donc ça, vous pouvez voir le résultat, ce que ça donne. Donc ça, c'est un immeuble qu'on a isolé, ça c'est sur Palaiseau, dans le 91. C'est une opération qu'on a livrée il y a un an à peu près. Une isolation thermique par l'extérieur, vous n'avez pas du tout de bardage, c'est qu'un enduit en finition. Et cet enduit de finition, ce complexe, on vient le protéger avec des bavettes sur les appuis de fenêtre, des couvertines en tête, pour que le système soit complètement étanche. La deuxième grande famille, donc la famille du bardage. Donc là, toujours pareil, on isole par l'extérieur, on va mettre un isolant sur votre façade et on va venir mettre une ossature en acier ou en aluminium. Et puis, on va venir accrocher un parement de façade sur cette ossature. Donc, ça peut être un parement en pierre, ça peut être un parement en bois, en alu. On peut faire tout un tas de choses comme produit de finition. Donc voilà un exemple de bardage. Donc ça, c'est une opération qu'on a livrée à peu près il y a un an dans le 15e arrondissement de Paris. Ça, c'était du côté de la place d'Alray. Une belle opération, je crois qu'il y avait 250 logements. Voilà, donc ça vous donne un petit aperçu de voilà ce qui est, pour qu'on définisse bien les termes, de ce qui est une isolation thermique par l'extérieur. Et puis maintenant, on va vous expliquer ce qu'est une menuiserie. Donc je vais laisser la parole à Eric et après on vous expliquera l'intérêt de prévoir le phasage de ces deux prestations en même temps. Je vais tourner un petit peu comme ça. Comme ça. Voilà.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler un petit peu de la menuiserie et de ce qu'est une menuiserie. Donc, la menuiserie, bien sûr, c'est la paroi sensible qui ferme, qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Et à cet effet, elle nous permet, bien sûr, dans nos logements, de profiter de la lumière du jour de manière à s'éclairer naturellement. Donc, forcément, une moindre consommation d'énergie en bénéficiant de ces apports-là. Donc, c'est intéressant de toujours privilégier le type de mise en œuvre de la menuiserie. On verra plus tard que dans le cadre de l'ITE, des choix s'imposent à nous et certains types de vitrages nous permettront de conserver une bonne luminosité. Elle intègre plusieurs fonctions en dehors de celle de la luminosité qui est forcément l'aération. Quand on va parler de système d'ITE et de menuiserie, ben forcément, il faut aussi parler de la ventilation parce que c'est important de bien respirer dans nos logements et donc l'aération est une des fonctions que supporte également la menuiserie. Et puis bien sûr la protection, puisque la menuiserie nous protège à la fois des conditions thermiques, chaudes ou froides que l'on peut rencontrer, elle nous protège des nuisances acoustiques que l'on peut subir dans notre environnement, et puis elle peut aussi nous protéger en tant qu'individu, puisque parfois elle intègre également la fonction de protection de garde-corps. Donc c'est un élément important, hein, bien sûr, qui a une lecture architecturale du bâtiment, puisque dès sa création, elle a une ligne et des modénatures qui nous permettent d'avoir une bonne lecture du bâtiment. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de faire attention aux choix que l'on fait. Et puis bien sûr, avec l'évolution des matériaux, des éléments qui la composent, on va forcément vers un remplacement systématique des menuiseries et d'améliorer son confort dans le cadre de ce remplacement. Elle se décline en plusieurs matériaux, notamment le premier, le PVC, qui est un choix assez performant et économique de la menuiserie, qui permet un entretien. On peut regarder sur le diagramme qui vous est proposé les différents points qui sont les points importants de la menuiserie PVC. Hein, le coût économique, on l'a dit, la facilité d'entretien et puis forcément une très bonne isolation thermique. Et on peut très très vite supporter des doubles vitrages jusqu'à des triples vitrages. Ensuite, on va rencontrer l'aluminium qui a fait énormément d'efforts sur l'aspect d'isolation thermique, mais on pourra à travers ce matériau travailler sur des menuiseries de beaucoup plus grandes ampleurs, des volumes beaucoup plus importants qu'on rencontre beaucoup dans les copropriétés parisiennes par exemple, et des choix de couleurs qui sont certainement sans fin. Et ensuite, le bois qu'on rencontre aussi également dans certains quartiers de Paris où on n'a pas trop le choix de devoir effectivement s'orienter vers ce matériau-là qui aujourd'hui a fait aussi beaucoup d'efforts dans sa composition et qui nous permet à la fois de reprendre des éléments historiques, de supporter des doubles vitrages performants et de bénéficier aussi de mises en œuvre qui nous permettent aussi d'être au droit d'une isolation thermique par l'extérieur. Voilà. La menuiserie ne cesse, elle, de s'améliorer puisqu'on rencontre de nouveaux matériaux, de nouvelles compositions, des éléments qui viennent l'accrémenter qui lui permettent d'être encore plus performantes, comme la jonction de mousse dans ses chambres qui était à l'époque remplie d'air. Aujourd'hui, pour la performance acoustique, on va lui mettre des mousses de plus ou moins denses à l'intérieur. On le voit, des doubles, des triples vitrages, également des doubles vitrages avec un châssis rapporté faisant un survitrage acoustique, toujours dans le cadre de l'amélioration de la lutte contre les nuisances. Et puis, on peut constater aussi que maintenant, on va y intégrer des éléments d'occultation, tels que le store que l'on voit ici, ou d'autres éléments. On parle de plus en plus aujourd'hui, par exemple, du vitrage chauffant, qui va bientôt de plus en plus familiarisant, puisque dans la lutte des déperditions énergétiques, on va pouvoir aussi, et dans notre confort, annihiler cette sensation de paroi froide. En exemple, l'hiver, quand on dîne dos à une fenêtre, ces éléments-là vont pouvoir bientôt disparaître. Bon, voilà, bien sûr, on en a parlé, et ça, on va en reparler encore un petit peu plus, c'est la mise en œuvre. La menuiserie, dans le cadre de la jonction avec l'ITE, fait référence forcément à des études préliminaires qui sont des dessins de détail. Donc, pour pouvoir interpréter ces plans in situ, il faut des hommes qui soient formés, expérimentés, qualifiés, qui savent suivre un délai, un planning, de manière à ce que lorsque l'on avance par l'extérieur pour la réalisation de l'ITE, on soit au rendez-vous avec nos menuiseries dans la mise en œuvre des éléments qui sont connexes. Bien sûr, ces menuiseries, pour faire valoir ce qu'elles prétendent, vous avez ce qu'on appelle des avis techniques, des qualifications professionnelles, et puis les suivis et marquages des produits qui vous garantit que le produit qui est mis en œuvre est bien celui qui vous a été décrit avant. Voilà, bien sûr, après des assurances et garanties décennales
permettent à nos clients de pouvoir s'assurer que les ouvrages sont bien garantis dans leur destination. Voilà, je te laisse reprendre la parole. Je vais reprendre la main. Donc voilà, donc on a commencé déjà à aborder un peu le sujet, mais pourquoi donc la question qu'on va se poser, c'est pourquoi faut-il accorder de l'importance à l'interface entre l'isolation thermique par l'extérieur et la menuiserie. Alors, pour imaginer tout ça, on vous a mis une petite photo sur la gauche. Alors, ça, c'était pour vous dire qu'on peut avoir le meilleur châssis du monde, le meilleur moteur du monde. Donc, certains auront reconnu une célèbre remarque italienne. Mais si on ne sait pas assembler le châssis au moteur, eh ben, la voiture, elle ira pas loin, elle ira pas vite. Donc, pour avoir un beau projet, il faut avoir une menuiserie qui est bien réalisée, une isolation thermique qui est bien réalisée et surtout, il faut avoir une interface entre ces deux métiers bien réalisée. Et tout ça, c'est ça qui vous donnera un projet réussi. Que ce soit la menuiserie ou l'ITE, on est sur des produits qui sont de plus en plus techniques, de plus en plus complexes à mettre en œuvre. Et donc, c'est vraiment très important qu'il y ait une bonne synergie, une bonne synchronisation entre ces deux métiers pour pouvoir atteindre les performances escomptées. Donc, on a essayé de vous dire là quelles étaient les étapes clés du coup pour réussir un projet d'isolation thermique et de menuiserie en même temps. Donc, ce qui est important, c'est de bien analyser son patrimoine, bien analyser le patrimoine existant et les besoins que vous avez. Est-ce que vous êtes dans Paris et que vous êtes dans certains quartiers de Paris où vous devez avoir des menuiseries bois? Alors à ce moment-là, il ne faut pas se lancer dans des recherches de menuiserie PVC. Est-ce que vous voulez intégrer des volets roulants parce que vous n'en aviez pas avant, ou des brises-soleil orientables, par exemple? Quelle esthétique, quelle nouvelle esthétique vous voulez donner à votre bâtiment? Ça aussi, beaucoup pour l'isolation thermique. Vous avez vu qu'il y a tout un panel de matériaux incroyables sur le marché que vous pouvez choisir. Donc, faire les bons choix dès le départ. Une fois que vous savez ce que vous voulez, c'est réaliser le cahier des charges, tout mettre par écrit. Donc, on fait des pièces écrites, on fait des pièces graphiques pour bien exprimer et définir vos besoins. Ensuite, ce qui est très important, c'est la préparation. Et là, c'est vraiment la clé de la réussite d'un projet, c'est la préparation du chantier et notamment ses plans d'exécution. Donc, sur un chantier, il y a deux phases. Il y a la première phase qui est la phase de préparation de chantier et puis la deuxième phase qui est la phase d'exécution de chantier. Donc, pendant la phase de préparation de chantier, c'est là que les entreprises vont monter leur dossier technique. C'est là qu'on va faire nos plans d'exécution et c'est là qu'on va gérer techniquement les interfaces entre le métier de l'isolation thermique par l'extérieur et le métier de la menuiserie. Donc, moi, quand je travaille avec Eric, c'est beaucoup plus facile parce qu'on fait partie du même groupe, de la même entreprise. On a nos bureaux à la même adresse. Donc, pour gérer tous ces problèmes techniques, on a juste un couloir à traverser et on se retrouve. On a le même dessinateur. Donc, c'est à la fois mon dessinateur qui dessine mes plans et c'est le même dessinateur qui dessine les plans d'Eric. Donc, ça aide beaucoup. Mais ce qui est très important, voilà, c'est de bien réfléchir à ces plans-là, de bien les coucher sur le papier. Et une fois qu'on est d'accord, on va appuyer sur nos boutons respectifs, c'est-à-dire que Eric va lancer en fabrication ses menuiseries, moi je vais passer mes commandes de bardage, et on sait que quand tout va arriver sur le chantier, on sait que ça va fonctionner parce qu'on a pris le temps en amont de réfléchir à toutes les problématiques qu'on aurait pu rencontrer. Si on ne fait pas ça, si on essaie de chanter cette étape-là, à coup sûr, on va avoir des produits qui vont pas se monter les uns avec les autres quand on va démarrer le chantier. Et c'est là que les problèmes peuvent commencer parce que vous n'aurez pas l'optimisation entre les deux produits. On a la qualification, j'en profite pour vous dire, peu importe l'entreprise avec laquelle vous travaillez en façade, ce qui est important, c'est de vérifier que l'entreprise avec laquelle vous travaillez a la qualification 7133, isolation thermique par l'extérieur, technicité supérieure. Vous avez beaucoup d'entreprises qui ont la 7131 ou la 7132. La 7133, c'est le plus haut niveau de compétence qu'on trouve aujourd'hui sur le marché pour la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur. Donc, critère important dans vos choix d'entreprise.
Voilà. Ensuite, le dernier point, pour bien réussir un chantier, pareil, c'est la mise en œuvre. Donc, c'est une fois que les matériaux arrivent sur le chantier, faut les mettre correctement en œuvre. Donc, il faut avoir les bonnes équipes pour les mettre en œuvre. Les bons compagnons, les bons chefs de chantier, les bons conducteurs de travaux, pour que vous puissiez retrouver les performances maximum de vos produits. Si vous avez une super menuiserie, un super bardage, mais que tout ça est mal mis en œuvre et que la jonction entre les deux produits est mal mise en œuvre, vous pouvez avoir des fuites d'air, vous pouvez avoir des infiltrations d'eau, vous pouvez avoir tout un tas de problèmes et du coup, la performance recherchée ne sera pas du tout au rendez-vous. Voilà. Et puis évidemment, faire travailler une entreprise RGE. Voilà, et donc ces interfaces-là, on a l'habitude effectivement de les gérer aussi sur chantier parce que mes équipes connaissent bien celle d'Eric, on a l'habitude de faire nos chantiers ensemble. Je vais repasser la main à Eric, là, du coup, pour ces petits slides. Alors, on voulait vous proposer juste une petite comparaison de performance qu'on a pu avoir et qui permet un petit peu de vous dire de quelle manière, avec les innovations qu'on a pu rencontrer en partant d'une simple menuiserie en double vitrage ancien, des améliorations qui ont pu être apportées sur ces ensembles et ensuite conjointement, soit une ITU, soit une ITE, et ensuite avec le retour en tableau et notamment aussi l'ITE et avec un déplacement de la menuiserie vers l'extérieur qui tente à délimiter finalement la prise d'ombrage de l'élément rapporté. Donc, sur ce type de menuiserie posée entre voile béton, on avait une certaine performance que je vais vous afficher après, le remplacement des baies donc, par un double vitrage plus performant, ensuite la jonction avec un ITE, donc on en parlait tout à l'heure, l'isolation thermique intérieure, mais notamment on sait que dans les bâtiments historiques, c'est compliqué de prendre de l'espace sur les mètres carrés, puisque ça réduit l'agencement possible et puis ça réduit aussi la surface de l'habitat, donc ce n'est pas toujours la meilleure solution. L'ITE, les premières ITE sans le retour en tableau, ici avec le retour en tableau et un double vitrage, et enfin le déplacement de la menuiserie sur le voile béton contre l'ITE positionné à l'extérieur. On se rendait compte historiquement que là, on pourrait dire, on partait d'une déperdition à 100% des calories, qu'on améliorait de 25%, donc 75% finalement seulement de déperdition calorique. Là, tout de suite, avec l'ITE et l'ITI, on avait vraiment un bond en avant sur une meilleure isolation. On a encore pu améliorer avec le retour en tableau, où on descendait à 20%. Et aujourd'hui, on serait à 15% dans des cadres qui sont des cadres assez spécifiques de mise en œuvre qu'on ne peut pas rencontrer partout. Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'élément qu'on vous présente, c'est que les améliorations aujourd'hui sont encore un peu meilleures. Les prochains résultats devraient nous permettre d'obtenir au moins 10% de déperdition calorique sur les ouvrages modernes que l'on met en route aujourd'hui. Voilà. Voilà sur notre présentation. Voilà, donc merci à tous de votre attention et puis merci à Jean-Paul Rouillard, le président du conseil syndical du 37-39 Saint-Sébastien Paris 11 pour sa participation, sa disponibilité. Donc c'est Monsieur Rouillard, donc on a réalisé un chantier pour lui conjointement Eric et moi et on est en train de le livrer. Là, c'est en train de se terminer. On est dans les finitions. On vous laisse la parole, Monsieur Rouillard. Monsieur Rouillard, vous nous entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Mais j'ai un peu de mal à lancer la vidéo, mais voilà, c'est D'accord, parti. c'est bon, on vous voit. Voilà, très bien. Bon, moi je me vois pas très bien, je suis complètement pixelé, mais bon, le principal c'est que vous me voyez bien. C'est bon pour tout le monde? Oui, on vous voit bien. Oui. Ok, ça marche. Bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Jean-Paul Rouillard, je suis président du conseil syndical de l'immeuble cité par Monsieur Chavrier depuis 2010. Quand je suis arrivé à la présidence de ce conseil syndical,
On a eu dans l'année tout de suite un problème sur les anciennes chaudières qui étaient, disons, très vétustes. Donc, on a rapidement, dans l'année 2011, changé les chaudières, qui nous a apporté déjà un gain économique par rapport aux anciennes, mais le poste de chauffage restait quand même le poste le plus important de dépenses dans notre copropriété. Donc, au niveau du conseil syndical, on a eu une réflexion de penser à réduire encore les dépenses de ce poste-là, et on a donc contacté l'APC suite à des informations de publicité qu'on avait reçues pour essayer de voir avec eux comment on pouvait réaliser une démarche de rénovation énergétique. Donc, pour faire simple, c'est un projet qui demande beaucoup d'énergie et qui s'étale sur un temps assez long. Donc, il faut respecter les différentes étapes. Ça, c'est un cheminement qui est franchement un peu compliqué, mais qui, normalement, au bout du compte, doit donner les résultats que l'on nous a promis, et on y arrive aujourd'hui. Donc, premier contact de l'APC en janvier 2014. Donc, on nous a expliqué toute la démarche. On nous a dit qu'il y avait des outils informatiques à notre disposition, le Coach Pro. Je ne sais pas si l'APC pourra peut-être en parler un petit peu plus au préalable. Ça vous aide à faire déjà des choix sur des sociétés qui sont habilitées, homologuées pour obtenir ce genre de gains énergétiques, travailler dans le respect de l'art du métier. Et donc, on s'est rapproché d'eux à ce niveau-là. On a lancé une consultation, et la première étape, c'était de faire un audit global de la résidence, un audit de l'existant. Donc ça a été fait. On a présenté en AG, et à chaque fois, on obtient en assemblée générale un quitus pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, en juin 2014, on a obtenu l'accord pour lancer l'audit, que l'on a démarré tout de suite dans la foulée. Et en parallèle, on avait fait une demande de subvention qui représentait quand même 70% du montant de la dépense sur le hors-taxe, donc ce qui était loin d'être négligeable et qui a convaincu quand même pas mal de copropriétaires de lancer cette démarche. Donc, on a passé la commande au bureau d'études que l'on avait sélectionné, et on a reçu au mois d'avril 2015 le résultat de l'audit. Une petite aparté, la subvention, elle nous a été retournée rapidement, puisqu'en décembre 2015, on a reçu le retour de la subvention qui était de l'ordre de 5 000 €, donc c'était quand même pas négligeable pour une première action. Alors, ce que nous a appris l'audit énergétique, c'était qu'on était un indice de performance E sur la consommation énergétique, et que les solutions qui nous proposaient passaient de E à C, aussi bien du côté de l'énergie conventionnelle que des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y avait tout un programme de proposer en termes d'action, qui était donc concernant l'isolation, donc l'isolation thermique des façades et des pignons par l'extérieur, comme vous a expliqué la société Coulon, une étanchéité des toits terrasses et le remplacement des fenêtres qui sont privatives. En parallèle de ça, on a fait un renouvellement du calorifugage des réseaux de distribution eau chaude et chauffage, depuis la chaufferie jusqu'au pied des colonnes des appartements. On a aussi, comme vous l'avez expliqué, Monsieur Delotal, fait une modification sur la ventilation, puisque quand on vient isoler les appartements, on est obligé de revoir la ventilation adéquate pour qu'on puisse respirer correctement dans les appartements. Donc, le bouquet global des travaux se montait à environ 1,2 million d'euros, plus concernant les changements de fenêtres qui sont, donc je répète, privatives, environ un peu plus de 300 000 €. Donc, la difficulté,
c'était de convaincre l'ensemble des copropriétaires de changer les fenêtres qui n'avaient pas été changées. Quand on a fait notre présentation, on avait à peu près 40% de copropriétaires qui avaient déjà changé leurs fenêtres à titre privatif et 60% qui étaient encore sous l'ancienne version initiale de la construction du bâtiment. Donc, en AG 2015, il a été décidé de lancer une mission de maîtrise d'œuvre pour pouvoir, disons, structurer la démarche et les différentes phases qu'il fallait faire avant de faire les travaux. Donc, on a fait une consultation des bureaux d'études qui avait été listée par l'APC sur ses conseils, sur des listes qui étaient préparées. On a consulté 4 entreprises et on a comparé les offres et on a donc négocié avec un bureau d'études et retenu un bureau d'études. Ce qui nous a amené en assemblée générale de mois de juin 2016 de voter le budget pour la maîtrise d'œuvre et choisir une entreprise. En parallèle, on a donc aussi demandé une subvention pour nous aider à financer ce budget de maîtrise d'œuvre qui s'élevait à 50% du montant hors taxe de cette dépense, donc qui était encore pas négligeable pour l'ensemble de la copropriété. Donc, on a passé la commande par le syndic. Alors, ce que j'ai peut-être pas dit dès le début, mais c'est que toutes ces démarches-là ont été faites conjointement avec notre syndic. Tout au long de notre parcours, on a été bien aidés par le syndic. À chaque fois, ils ont été partie prenante. Dès qu'on avait besoin d'eux, ils répondaient présents et ils étaient avec nous dans le projet du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'est important de le préciser. Donc, on a en octobre 2016 intégré un projet qui s'appelle Éco-Rénovons Paris, qui représentait 1000 projets à Paris pour pouvoir lancer. C'était des collectivités qui lançaient des projets de rénovation énergétique. Et cette participation à ce projet Éco-Rénovons Paris a permis d'être accompagné par une société qui s'appelle Solia, qui nous a aidés dans toutes nos démarches au niveau d'obtention des aides de la ville de Paris et de la région Île-de-France. Donc, à chaque fois que le projet il a évolué, on les a informés des différentes étapes d'évolution, des différentes négociations qu'on a eues avec les entreprises pour finaliser les budgets, de façon eux puissent caler les aides en fonction des réelles dépenses qu'on allait faire. Après, on a eu donc un retour sur notre demande de financement qui a été acceptée et qui a été pour le budget de la maîtrise d'œuvre de l'ordre de 20 000 €. Donc, c'était quand même loin d'être négligeable. Donc, le début de la conception du projet par le bureau d'études a démarré en janvier 2017. On a fait en mars, de la part de Solila, une enquête sur la recevabilité de notre subvention qui a été acceptée et ils nous ont fait des propositions d'aide à ce moment-là, des aides financières qui représentaient à peu près 40% des dépenses globales que nous allions réaliser, tant sur la rénovation collective que sur la rénovation privative. Et donc ça, forcément, ce sont des éléments qui ont pesé en la faveur de ce projet pour pouvoir convaincre les copropriétaires de se lancer dans une opération de cette envergure. Lors de l'AG 2017, on avait fait un point d'information sur l'avancement du projet, mais on n'était pas complètement finalisé en termes de projet. Donc, on a continué en septembre 2017 par la consultation de 4 entreprises pour réaliser les travaux. On a fait des comparaisons des offres, on a fait des réunions individuelles avec chaque entreprise, on a réalisé aussi un contact avec Solia pour nous aider dans les choix des différentes sociétés, matériaux et ainsi de suite. Et en assemblée générale de 2018, on a fait une grosse réunion d'information pour encore repréciser les choses et les avancements vis-à-vis des copropriétaires, parce que
si on veut que les copropriétaires adhèrent à ce projet, il faut absolument qu'à chaque étape, on puisse les informer des avancements et qu'ils sachent, eux, où on va aller en finalité. Donc, après avoir fait, on a consulté 4 entreprises. Dans des 4 entreprises, on n'a retenu plus que 2. Sur les 2 dernières, on a fait une visite individuelle de chaque entreprise ils avaient des chantiers en cours. Donc, on a été sur chaque chantier pour vérifier, prendre le sentiment un peu des différents copropriétaires des logements, regarder l'organisation générale, regarder si les délais et ainsi de suite étaient respectés. Et en fonction de ces visites que l'on a réalisées, on a fait le choix de l'entreprise et on a choisi l'entreprise Coulon parce que en termes de coûts, ils n'étaient pas les moins chers, mais en termes d'organisation, cela nous a paru important qu'il n'y ait qu'un seul maître d'œuvre qui s'occupe à la fois des travaux d'isolation extérieure, à la fois de la réalisation des menuiseries, du changement des menuiseries et aussi de la ventilation. Donc, ces 3 postes-là sont très importants pour pas qu'une entreprise renvoie la faute sur l'autre et ainsi de suite, qu'il y ait des incompréhensions de positionnement, de mise en œuvre. Moi, je dois faire ceci à la place de cela et puis toi, tu n'as pas fait ci et moi, j'aurais dû faire ça. C'était pris en charge globalement par un maître d'œuvre, un conducteur de travaux et l'ensemble des travaux s'est fait correctement avec justement une seule responsabilité. Donc, quand on avait fait le choix de l'entreprise Coulon, c'était un choix réalisé par l'ensemble du conseil syndical. Il nous restait donc à faire une présentation à l'ensemble des copropriétaires. Et donc, en mai 2019, alors ça a été un peu long, hein, ça a été long entre le moment où on a commencé l'étude et le moment où on a finalisé les choses pour obtenir vraiment l'ensemble des éléments. Parce qu'il y a l'aspect technique avec l'entreprise qui va réaliser techniquement le projet, mais en parallèle, il y a aussi l'aspect financier. Donc, il a fallu consolider tout l'aspect des aides financières que l'on pouvait obtenir de façon à faire une balance entre les dépenses et les recettes que l'on pouvait avoir et présenter à l'ensemble des copropriétaires uniquement la part à charge qu'ils allaient devoir financer. Et donc, ça a été assez long, mais on a préféré ne pas se précipiter. On aurait pu être à moitié prêt en AG 2018, mais on a pris la décision de reporter ça à l'année d'après, de façon à vraiment avoir un dossier vraiment consolidé dans tous les domaines. Et ça nous a été bénéfique parce que quand on a fait nos réunions en mai 2019 aux copropriétaires, on a eu une fronde d'un petit groupe de copropriétaires qui a été contre ce projet et qui avait laissé diffuser des éléments qui étaient pas basés sur des faits réels, mais sur des on-dit, sur des choses qui étaient néfastes au projet. Et donc, lors de cette réunion, on a fait 2 réunions, une en journée et une en soirée pour essayer vraiment de toucher un maximum de copropriétaires. Et on a fait intervenir les représentants de la société Coulon, les représentants de la société Windotech, et puis de Airpur qui assure aussi la partie ventilation, de façon à pouvoir répondre à toutes les questions et démentir un petit peu toutes les préparations qui avaient fait par l'équipe qui voulait pas du projet et répondre point à point, être très factuel de façon à pouvoir vraiment prendre des décisions en connaissance de cause. Donc, on avait du côté technique et puis du côté Solia qui était aussi présente à cette réunion de présentation, toute la partie financière qui permettait de convaincre et d'essayer d'apporter des éléments de réponse à tous les copropriétaires qui pouvaient avoir sur les financements. En parallèle de la société Solia, on avait lancé une étude avec une société qui s'appelle Domo Finance, qui nous a permis d'avoir un crédit, un prêt à taux zéro et qui représentait en gros 50% du projet global de financement à la fois la partie collective et la partie privative. Et donc, dans la balance, entre le prêt à taux zéro qu'on proposait aux copropriétaires, plus les aides financières de la ville de Paris et de la mairie de Paris, on arriverait vraiment à avoir
tous les éléments pour pouvoir convaincre les copropriétaires. Le projet initial, il était parti sur une aide, une économie de 60% de notre dépense budgétaire de consommation de gaz. Aujourd'hui, on a un chauffage au gaz, je ne l'ai peut-être pas dit, je m'en excuse. Aujourd'hui, on a 2 chaudières à gaz qui travaillent en cascade et qui permettent d'alimenter l'ensemble de la résidence. La résidence, elle se compose, c'est une construction de l'année 1967. On a 93 logements, une loge de gardien et 5 locaux commerciaux dans l'ensemble des bâtiments. Les bâtiments se composent en 2 corps de bâtiments. Un corps qui a 2 entrées principales, 2 cages de bâtiments sur 7 étages, et un autre corps de bâtiment qui a 3 entrées sur 5 étages. Donc, c'est quand même un ensemble d'une petite centaine de logements, ce qui semble un peu quand même assez important. Sur la population des logements, on a 50%, un peu plus de 50% des propriétaires qui sont occupants et en gros un peu plus de 40% qui sont des copropriétaires bailleurs. Et donc, la difficulté aussi, c'était de convaincre les bailleurs de l'intérêt de faire ce projet parce que quand ils sont loin des logements, ils sont pas toujours convaincus d'apporter un meilleur confort au niveau de leurs locataires. Donc ça c'est des choses qu'on a réussi à passer comme message lors de la réunion préparatoire avec les différents intervenants. Donc en AG 2019, juin 2019, on a voté donc tous les travaux d'intérêt collectif et on a fait voter aussi les travaux privatifs d'intérêt collectif, ce qui nous a permis de faire l'ensemble du panel des isolations et des programmes de travaux qui avaient été prévus initialement. Donc, une fois que c'était voté, on a consolidé les financements avec Domo Finance pour obtenir les prêts à taux zéro. On a consolidé les aides financières qu'on pouvait avoir avec Solia. Et en janvier 2020, l'entreprise Colomb a commencé à travailler et à lancer le projet par des études préalables, comme ils vous l'ont expliqué tout à l'heure. Et patatrac, en mars 2020, comme on était prêt à démarrer, le projet a été complètement stoppé vu la pandémie et les problèmes que vous connaissez bien au niveau de la Covid. Donc, du coup, on a été contraint et forcé de stopper. Coulomb allait commencer à poser les échafaudages. Et donc, c'était une catastrophe. On a tout freiné, tout stoppé. Et c'était vraiment difficile pour l'ensemble de la copropriété. En parallèle, on a fait donc un diagnostic avant travaux de l'ensemble de l'existence du bâtiment. On est tombé sur une société qui était pas très performante, dirons-nous, et du coup, ils avaient dans leur prélèvement trouvé quelques échantillons de présence d'amiante, et au lieu d'étalonner, de faire une prolongation de leur échantillon, ils en ont déduit que l'ensemble du bâtiment était pollué et ainsi de suite, ce qui nous a beaucoup perturbé, freiné. On a fait des plans de travaux. Coulomb a réétudié des plans de travaux pour dire s'il y a de l'amiante partout, il va y avoir forcément des compléments et ainsi de suite, pour s'apercevoir que lorsque l'on avait fait les échantillons complémentaires, que tout compte fait, il y avait de l'amiante, mais c'était très localisé et qu'en faisant très attention et pour un budget beaucoup moindre à ce qui avait été éventuellement prévu, on pouvait localiser les travaux, les isoler et puis continuer l'ensemble des travaux dans des conditions raisonnables. Donc, du coup, on a le projet, il s'est décalé de 9 mois et on l'a relancé, redémarrage du projet en novembre 2020. Et là, la société Coulomb a commencé à travailler vraiment dans le vif du sujet, au niveau de la pose des isolants, au niveau de leurs travaux qu'ils vous ont expliqué tout à l'heure.
Et on a fait un suivi hebdomadaire avec le bureau d'études, avec le conducteur de travaux Coulon et nous-mêmes au niveau du syndic et de la copropriété pour faire avancer le chantier qui s'est déroulé vraiment dans des conditions difficiles vues à la pandémie, vues aux contraintes sanitaires que les ouvriers devaient respecter, lavage de mains, port de masque, enfin tout ce que vous connaissez malheureusement. Et on est arrivé en respectant toutes ces contraintes, à respecter les délais. C'était un chantier sur 10 mois et fin du mois de septembre dernier, là, on a démonté les échafaudages. Le chantier est pratiquement terminé. On en est, comme le disait M. Chabrier, aux retouches et à des finitions et à des petites finitions vraiment de très très faibles, quoi. Voilà. Donc le chantier, on peut dire aujourd'hui, est terminé et nous allons, dans ce début de remise en route du chauffage, commencer j'espère, retrouver un retour sur l'investissement, essayer de voir dans les premiers trimestres, voire semestres, si vraiment les économies qu'on nous a, disons, vantées au départ du projet sont là et refaire vraiment un bilan à la fin de la période de chauffe, c'est-à-dire en mai-juin 2022. Voilà l'ensemble de toutes les opérations et bon, j'espère que j'ai pas été trop long, mais c'est vraiment un projet qui s'est étalé sur beaucoup d'années et qui demande le respect à chaque étape de la vérification, de la consolidation, de l'accord de l'ensemble des copropriétaires pour que ça se passe comme il faut. On faisait une information sur l'avancement des travaux au niveau hebdomadaire. L'ensemble des copropriétaires pouvaient lire un compte-rendu que notre bureau d'études nous envoyait toutes les semaines et donc ça suivait l'étape par étape et bien sûr on a fait tout travaux a des inconvénients, hein, on a fait du bruit, les gens étaient confinés, ils n'étaient pas contents, ils avaient des échafaudages devant leurs fenêtres, ils pouvaient pas profiter de la lumière ni du soleil. Dans les allées, il y avait des échafaudages, des allers-retours de produits, des stockages de matériaux. C'est vrai que c'est contraignant, mais dans l'ensemble, aujourd'hui, une fois que le projet est terminé, je crois que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans un tel projet. Voilà. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé, j'avais pas de présentation, mais je pourrais, si on veut, remettre à disposition un petit compte-rendu, un petit condensé de ce que j'ai expliqué. Merci beaucoup, Monsieur Rouillard, de votre présentation. On se rend bien compte avec ce que vous disiez de toutes les étapes que vous avez suivies pour ce projet et aussi de la durée que ça représente, puisque vous avez commencé à y réfléchir, enfin, à prendre les premières décisions en 2014, ouais. Même si on comprend que votre projet a été retardé aussi par le Covid. C'est intéressant que vous insistiez aussi sur l'importance de l'adhésion de l'ensemble de la copropriété et de la communication à faire à tous les propriétaires de l'immeuble. L'importance aussi d'avancer à la fois sur le front technique avec la précision du programme de travaux et sur le front financier. Donc, vous avez parlé de consolidation des subventions qui, du coup, peuvent être confirmées uniquement quand le programme de travaux commence à être vraiment définitif. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi que vous ayez pris l'initiative, avant de choisir des entreprises de travaux, d'aller visiter des chantiers. Donc nous, à l'APC, c'est ça aussi qu'on essaie de faire, c'est de mettre en relation des copropriétés les unes avec les autres pour des retours d'expérience sur des projets similaires. Donc peut-être que vous aussi, vous aurez l'occasion de faire visiter votre copropriété une fois les travaux terminés. En tout cas, là, du coup, ce sera votre premier hiver dans un bâtiment
isolés. Donc, ce sera aussi très enrichissant de regarder comment vous vivez ce premier hiver et comment ça se répercute aussi sur vos consommations. Exactement. Exactement. Et il y a déjà quelques retours on a fait un bâtiment avant l'autre, donc du coup, on a déjà eu des retours des locataires, des copropriétaires du premier bâtiment cet été, même au niveau ensoleillement, il y a eu quand même des retours de copropriétaires qui disaient qu'ils sentaient déjà l'effet isolation du côté rayon y compris contre la chaleur. Oui, contre la chaleur, oui, tout à fait. Ok. On a eu pas mal de questions. Une partie, c'est plus sur les fenêtres, d'autres plus sur l'isolation. Je vais prendre dans l'ordre. Une question donc assez large sur l'épaisseur totale de l'isolant. Donc peut-être, Monsieur Chabagnier, vous pouvez répondre, dire un mot sur l'épaisseur nécessaire en fonction du matériau. J'active le son, c'est mieux. Oui. Donc, alors aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est que ce qu'on demande pour bénéficier des crédits d'impôt et plus des crédits d'impôt, mais maintenant de ma prime rénov et de toutes les aides incitatives, c'est d'avoir un isolant qui respecte une certaine résistance thermique. Donc, il faut au moins avoir une résistance thermique avec un R qui atteint 3,7 pour pouvoir bénéficier des aides. Après, il y a des isolants qui vont vous offrir cette performance avec plus ou moins d'épaisseur. Donc, on a des isolants, les premiers isolants, c'est les isolants en mousse polyuréthane qui commencent avec des épaisseurs de 9 cm. Et puis après, des isolants en laine de roche où il faut avoir des épaisseurs de 14 cm, donc 5 cm de plus pour obtenir la même résistance thermique. Donc, du choix de l'isolant va dépendre le complexe et après du choix de la technicité de mise en œuvre. Donc, soit enduit main sur isolant, soit bardage. Le bardage, c'est toujours un peu plus épais parce qu'il faut une lame d'air en plus de l'isolant pour ventiler l'isolant du bardage. Donc, un bardage en totalité, son isolant plus la lame d'air plus son parement, on va arriver sur un complexe qui fait 18-19 cm. Voilà, donc on va dire que ça va de 9 cm à peu près à 18 cm. Pardon, la question suivante concerne le matériau de construction de la façade. Donc, que faites-vous sur un support nécessitant un revêtement respirant ? Alors, un support, un enduit plâtre, par exemple, un enduit… Je pense que la personne fait référence à une façade en briques ou en pierre. D'accord. Donc, alors, vous avez raison. C'est une question, effectivement, sur laquelle il faut bien réfléchir. C'est une question qu'il faut bien réfléchir en amont du projet. Donc, quand on vit dans son appartement, on fait de la cuisine, on respire, on parle, on transpire, on prend sa douche, etc. Donc, on va dégager de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau, c'est important qu'elle soit évacuée de l'appartement et il ne faut jamais mettre un produit en façade qui bloque les échanges de vapeur d'eau entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, les isolants qu'on met, la laine de roche, typiquement, c'est un isolant qui permet de ne pas faire de barrière entre l'intérieur et l'extérieur de l'appartement de façon à maintenir les échanges de vapeur d'eau entre l'intérieur et l'extérieur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet d'isolation thermique, faut tout le temps l'associer, au maximum l'associer avec un projet de ventilation mécanique. C'est pour ça qu'on a monté notre filiale Air Pur. Monsieur Rouillard en parlait tout à l'heure dans sa présentation. C'est que aujourd'hui, on a tendance un peu à faire une cocotte minute de nos bâtiments, c'est-à-dire qu'on va les isoler par l'extérieur, on va changer les fenêtres, tout ça est bien hermétique, mais il faut ventiler. Et il faut ventiler, donc c'est la VMC qui permet de ventiler, et il faut ventiler la manière la plus fine possible. Si on ventile de trop, on perd tout le bénéfice d'avoir isolé. Si on ventile pas assez,
on va créer des pathologies à l'intérieur des mousses, des moisissures, des choses comme ça. Donc c'est important pour isoler. On isole avec le bon matériau et aussi penser à la ventilation du logement. Merci pour cette réponse. Ça nous a permis d'aborder donc l'importance de la question de la ventilation quand on isole et quand on change les fenêtres. On avait une question sur le sujet et si vous souhaitez approfondir encore, on a un webinaire sur notre chaîne YouTube consacré à la question. Une question sur le prix au mètre carré de l'enduit surisolant et du bardage. Donc, je pense une personne qui souhaite savoir s'il y a des différences de prix. Alors, il y a des différences de prix, oui, il y a des différences de prix entre l'enduit mince et l'isolant et puis le bardage. L'enduit mince surisolant, dans la famille des enduits minces surisolants, il y a déjà des différences de prix parce qu'on peut faire de l'enduit mince surisolant avec du polystyrène blanc, basique. On peut faire de l'enduit mince surisolant avec du polystyrène gris. Donc, c'est un polystyrène qui a une résistance thermique, un lambda un peu meilleur, donc de meilleure performance que le blanc. On peut faire de l'enduit mince surisolant avec la mousse résolique ou de la laine de roche. Donc, il y a tout un tas même de la laine en bois. Donc, il y a tout un tas de matériaux pour faire de l'enduit mince surisolant. Mais on va dire que c'est des produits, je ne sais pas si on veut un prix qui sont entre 80 et puis 130 € du mètre carré dans ces prix-là, on va dire, dans cette fourchette-là, sachant qu'aujourd'hui, les matériaux explosent, donc c'est difficile des fois de donner des prix. Et puis le bardage, on va être sur des produits qui sont entre 200 et 400 € du mètre carré. Parce que le bardage, ce qui va aussi faire le prix du bardage, c'est aussi le matériau que vous mettez en finition. En bardage, on peut imaginer tous les matériaux possibles en finition. Donc, suivant le parement de finition que vous mettez sur votre façade, on peut aller dans des prix, il n'y a pas de limite, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais c'est entre 200 et 400 €, c'est ce qu'on voit régulièrement. D'accord, merci. Quelle est la tenue dans le temps de la laine de verre pour isoler les façades et existe-t-il des alternatives? Alors, tous les produits qu'on met en façade, que ce soit l'enduit mince surisolant ou que ce soit le bardage, on est sur des produits qui sont sous garantie décennale. Donc ça, c'est une réponse factuelle. Dans le temps, on sait que nos produits, au bout de 10 ans, on sait qu'ils ne vont pas tomber en lambeaux. Mais les produits qu'on met en œuvre, c'est des produits qui sont sous garantie décennale. Et sinon, sur la fréquence d'un ravalement, à peu près tous les combien il faut le refaire? Un ravalement avec isolation? Un ravalement avec isolation, j'ai envie de vous dire, moi, si on l'entretient, si déjà il est bien conçu, il faut que le bâtiment soit bien conçu, donc c'est-à-dire qu'il y ait toutes les protections en tête, des couvertines pour éloigner les eaux de ruissellement des façades, pareil sur les appuis de fenêtres, des bavettes qui vont permettre d'éloigner les eaux de ruissellement des façades, il faut qu'il y ait les bonnes épaisseurs d'enduit, mais après vous êtes sur quelque chose de classique, une vingtaine d'années, j'ai envie de vous dire, comme un ravalement traditionnel à peu près. Oui, donc à retenir, c'est vraiment la qualité de la mise en œuvre qui va aussi déterminer la longévité de l'isolation. Quand les fenêtres sont privatives, comment obliger les copropriétaires à changer leurs fenêtres si l'on programme l'isolation qui est commune? Je vais peut-être répondre à cette question. Donc, il n'existe pas d'obligation à procéder au changement de fenêtre en même temps que l'isolation. Par contre, pour convaincre les copropriétaires de l'intérêt de faire ça, il faut insister sur le fait que les gains énergétiques des travaux en seront d'autant plus important et aussi que c'est l'occasion, puisqu'on installe un échafaudage pour l'isolation, de en même temps faire le changement de fenêtre. Et donc, plutôt insister sur les bénéfices de ces deux opérations conjointes parce qu'il n'existe pas actuellement d'obligation réglementaire. Sachant que… Oui, monsieur Rouillard. Il y a un objectif aussi, c'est si on veut obtenir les aides de la ville de Paris et de la région,
de la ville de Paris, désolé, de la région d'Île-de-France, il faut tenir un certain pourcentage de gain énergétique. Et pour obtenir ce gain énergétique, il faut à la fois faire l'isolation extérieure et à la fois le changement des fenêtres, sinon on n'atteint pas ce niveau-là. Et donc ça, c'est un élément important dans la décision pour convaincre les copropriétaires. Mais de toute façon, il faut faire voter en assemblée générale un accord de travaux privatifs dans l'intérêt général collectif. Tout à fait. Donc, le fait d'obtenir une subvention supplémentaire en atteignant un gain énergétique plus important, c'est vraiment un argument pour embarquer donc ce deuxième poste de travaux, au-delà de simplement les arguments techniques qu'on a pu évoquer avec la société Coulon. Et donc ensuite au niveau administratif, donc vous l'avez bien dit, Monsieur Rouillard, donc le vote de l'isolation par l'extérieur, c'est des travaux en partie commune. Par contre, les fenêtres, c'est des travaux en partie privative, mais le fait de les voter en tant que travaux privatifs d'intérêt collectif permet de les prendre en compte dans le projet global de rénovation énergétique et donc d'accéder aux subventions. Donc ça, c'est un point à bien avoir en tête. Si vous avez des questions de ce type, vous pouvez évidemment vous inscrire sur la plateforme Coach CoPro pour pouvoir être recontacté par un conseiller, puisque bon, c'est quand même des sujets assez complexes qui nécessitent peut-être un accompagnement un peu plus approfondi. Fait-on des doublages extérieurs sur de la brique? Donc peut-être que là, la personne voulait parler plutôt d'isolation par l'extérieur. Alors oui, c'est possible. C'est pas les façades où on intervient le plus, mais c'est possible. Il y a des solutions techniques qui peuvent exister pour ce type de façade. Pareil, ce qui est important, de toute façon, peu importe le support sur lequel on se fixe, c'est réaliser des essais d'arrachement avant de fixer quoi que ce soit dans le support. Donc, c'est-à-dire que on vient, on met des chevilles, on tire dessus avec un extractomètre et on voit si le support est capable de reprendre la charge du bardage ou de l'enduit mince qu'on va accrocher sur le mur. Donc, sondage aux besoins du support, essai d'arrachement. Si on a un doute quant à la capacité du support à reprendre un parement de bardage ou un parement d'enduit mince sous isolant. Et puis après, deuxième réflexion, bien s'assurer que le bâtiment est correctement ventilé pour pas emprisonner de l'humidité dans un mur qui serait pas fait pour, comme un mur en briques. Merci. Oui, justement, il y avait une question sur la possibilité de fixer un bardage sur une façade en plâtre et bois. Alors, un bardage en plâtre et bois, sans même avoir fait les essais d'arrachement, c'est compliqué de fixer un bardage sur un support en plâtre et bois, parce qu'on va être sur des supports qui sont très hétérogènes. Et le bardage, par définition, c'est plus lourd que de l'enduit mince sur isolant. Donc, c'est pas vers cette technicité-là que je me tournerais si je voulais isoler ce type de bâtiment. Et si on a du pan de bois, pareil, faire très, très, très attention à la ventilation. Parce que ce qu'on a vu, on l'a vu dans Paris beaucoup avec les anciennes imperméabilités de façade, c'est que ça empêchait les échanges de vapeur d'eau, justement, dont on parlait tout à l'heure, entre l'intérieur et l'extérieur. Toute l'humidité traverse le mur. Elle est bloquée par le film d'imperméabilité, l'humidité stagne dans le mur et va littéralement manger vos pans de bois. Et vos pans de bois, c'est structurel, ça tient votre bâtiment. Donc, il y a eu des très, très gros sinistres. Avec ça, alors même si les isolants qu'on met ont une certaine perméabilité à la vapeur d'eau et ne coupent pas complètement les échanges, c'est vrai qu'il les diminue et qu'il faut bien penser à la ventilation sur ce genre de bâtiment. Ce ne sont pas les bâtiments qui s'y prêtent le plus, c'est vrai. Ouais. Et sur les immeubles anciens, justement, qu'en est-il des possibilités d'isolation par l'extérieur des façades décorées? Alors,
on peut recréer tout ce qui est modénature, moulure. Aujourd'hui, on est capable de les recréer. Il y a des fournisseurs qui nous proposent tout un catalogue de modénatures préfabriquées qu'on peut refixer sur nos façades. Donc, c'est fait pour se fixer dans une isolation thermique par l'extérieur. Donc, il y a des catalogues qui sont très complets. Et si vraiment il y a une exigence particulière, peut-être par rapport aux ABF ou des choses comme ça, de recréer exactement la même modénature qu'à l'existant, c'est des choses qu'on est aussi capable de faire, de vous recréer exactement la modénature que vous aviez à l'époque en plate sur votre façade. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de coût. Ouais. Et on parle donc là des façades enduites et pas des façades en pierre de taille, bien sûr. C'est ça. Les façades en pierre de taille, même si on voulait les isoler, je pense que la mairie de Paris s'y opposerait. Oui, oui. Ils auraient bien raison. Quelles sont les principales phases, échafaudage, finition, démontage des échafaudages, d'un ITE et les délais de chacune, par exemple pour un bâtiment R+6? Alors, les différentes phases, il y a deux questions dans la question. Alors, les différentes phases du chantier. Donc, il y a deux grandes phases dans un planning de travaux. C'est la première phase, donc c'est la phase de conception, voilà, qui en règle générale, suivant les bâtiments, dure 1 mois et demi, 2 mois. C'est une phase pendant laquelle on ne va pas travailler physiquement sur place. On va mettre au point nos plans d'exécution, on va faire des échantillons, on va faire des témoins, on va valider des couleurs, valider des matériaux. Voilà, donc ça, c'est la première phase qui dure, suivant la taille des bâtiments, entre 1 et 2 mois. Et puis après, on va avoir toute la phase, la partie travaux, réalisation des travaux. Donc, on commence par faire une base vie, donc mettre nos containers, nos bungalows, la base vie pour les hommes. On met en place nos échafaudages. Et puis après, on va dérouler. Il y a une phase de sondage, piochage du bâtiment. On enlève tout ce qui sonne le creux. On traite les fissures. Une fois qu'on a fait ça, il y a une phase de reconstitution du support. Donc tout ce qu'on a pioché, on le reprend. Et puis une fois qu'on est sur un support qui est propre, qui est sain, qui a été retravaillé, on peut mettre en place notre complexe dans du minceau isolant ou notre bardage. Et puis après, on va passer dans un cycle de réception des échafaudages, de réception des façades. Donc, ça s'appelle souvent des OPR, opérations préalables à la réception. On passe dessus avec l'architecte. Et puis, une fois qu'on est d'accord, qu'on considère que tout va bien, on dépose nos échafaudages. Et puis là, on peut replier le chantier. Après, un immeuble R+6, pour savoir quelle est la durée d'intervention sur un immeuble R+6, j'ai fait des cités où j'ai des barres et des barres d'immeubles R+6. Alors, c'est souvent, on définit un délai, souvent plus en termes de logement. Ça donne un bon ordre d'idée, le nombre de logements qu'il y a à faire par rapport au délai. Donc, par exemple, sur la copropriété de M. Rouillard, je crois qu'il y avait presque 100 logements, je crois. On a mis à peu près 10 mois de réalisation. Donc, comme ça vous donne un ordre d'idée par rapport à votre copropriété où ça se situe. Si je peux me permettre, en gros, parce que nous, on avait 2 corps de bâtiment, donc avec des façades traversantes, c'est-à-dire un corps de bâtiment sur la rue et sur une cour intérieure, et après un autre bâtiment sur la cour intérieure et sur un passage de l'autre côté du bâtiment. Donc, chaque façade est restée environ entre 3 à 4 mois équipée de l'échafaudage, en gros. Oui, c'est ça, parce qu'on échafaude, par exemple, dans la copropriété de M. Rouillard, on n'a pas échafaudé 100% des façades pendant 10 mois. On est un roulement des échafaudages au fur et à mesure, parce que sinon, ça serait trop contraignant pour tout le monde. Oui. Oui, en effet, sur une copropriété de cette taille, c'est sûr qu'il y a un phasage, façade par façade. Et donc ça, pareil, c'est mis au point pendant la phase de préparation de chantier. Oui. On propose un phasage et puis on valide ça avec la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage. On se met d'accord sur le phasage.
Est-ce qu'il existe des sociétés qui s'engagent sur les gains d'économie d'énergie? Monsieur Chabagnier, vous avez des éléments de réponse à apporter là ou Alors ça se fait, ça existe, ça se fait très rarement. J'en vois pas beaucoup, mais ça existe. Ça, c'est souvent des démarches qui sont à l'initiative des maîtrises d'œuvre. Donc je sais que ça se fait, ça se pratique. On n'en voit pas beaucoup, mais ça peut se faire. Oui, ça se développe et l'Agence parisienne du climat encourage ce type de démarche et on peut vous accompagner dessus aussi. Y a-t-il des bonnes solutions d'ITE pour éviter les ponts thermiques autour des balcons? Alors déjà, pour éviter un maximum de ponts thermiques, effectivement, c'est l'isolation thermique par l'extérieur. Parce que l'isolation thermique par l'intérieur, effectivement, là, on avait beaucoup de ponts thermiques. Donc, l'isolation thermique par l'extérieur solutionne 95%, je dirais, des ponts thermiques qu'on peut avoir sur une façade. Au niveau des dalles de balcon, quand on est en réhabilitation, c'est toujours compliqué d'éviter ce pont thermique. C'est un des sols, j'ai envie de vous dire, qui va rester. Alors aujourd'hui, quand on construit en neuf, il y a plein de technicité pour supprimer ce pont thermique. Hein. Ils mettent des cales à rupture de pont thermique entre la façade et la dalle de balcon. Mais quand on est en réhabilitation, c'est des systèmes qu'on ne peut pas mettre en œuvre. Et donc, c'est effectivement un des seuls pont thermique qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui avec une solution efficace, parce que vous imaginez bien que pour le traiter, il faudrait qu'on encapsule d'un isolant complètement votre dalle de balcon, donc que vous marchiez sur de l'isolant, qui est de l'isolant en sous-face de la dalle, donc c'est quelque chose qui ne se fait pas aujourd'hui. Oui, le but, c'est vraiment de les réduire au maximum sans pouvoir forcément les supprimer complètement. Un architecte vous a-t-il accompagné pour construire le cahier des charges et gérer la consultation? Monsieur Rouillard, vous pouvez répondre peut-être sur le rôle de l'architecte dans votre projet? Tout à fait, oui. Quand on a sélectionné donc l'architecte au début pour faire l'audit préalable de l'existant, il nous avait proposé une solution allant du début jusqu'à la fin du projet. Et donc, on a pris, nous, le même architecte qui nous a fait, pour avoir une continuité sur l'étude déjà, il a fait l'étude préalable. Après, il nous a fait une proposition pour la maîtrise d'œuvre. Et après, il nous a fait une proposition pour l'accompagnement lors des travaux. Et donc, c'était l'intérêt d'avoir un seul architecte qui démarre à la base, au départ du projet, et qui vous accompagne jusqu'à la fin des travaux. Et dans cette étape-là, il y a la maîtrise d'œuvre. Et là, quand on lance l'étude de maîtrise d'œuvre, là, il fait tout ce qui est cahier des charges, les différentes, disons, pour le toit, pour l'isolation du toit, pour l'isolation par l'extérieur des façades, des pignons, pour les rénovations des tuyauteries de chauffage, pour les fenêtres. Enfin, il fait vraiment un cahier des charges complet de tous les intervenants, pour tous les intervenants et toutes les étapes d'isolation. Et combien de personnes étaient impliquées au conseil syndical pour ce projet? Une personne vous demande aussi, Monsieur Rouillard, votre conseil pour impliquer le plus possible de propriétaires et quid des empiètements avec votre voisinage? Alors, nous, au niveau du conseil syndical, on est 10 représentants. Et sur les 10 représentants, tout le monde n'est pas actif et tout le monde n'était pas, disons, favorable à ce projet. Donc, il faut déjà travailler sur convaincre l'ensemble des membres du conseil syndical que ce projet-là a un intérêt important pour la copropriété. Après, quand vous avez à peu près le consensus du conseil général, du conseil syndical, eh ben, les principales actions, c'est vraiment d'informer
les copropriétaires de toutes les étapes, des écueils, parce que des fois on avait des loupés et puis comment on va traiter quand par exemple on a découvert qu'il y avait de l'amiante, et ben ça a freiné le projet, on l'a expliqué, on a dit qu'il fallait qu'on fasse des prélèvements complémentaires, donc on a été obligé d'aller dans des logements pour refaire des prélèvements. Donc c'est vraiment l'information, la communication, c'est vraiment très très important pour essayer d'obtenir le maximum d'adhésion possible des copropriétaires. Merci. Ce qui était important aussi, c'était les réunions préalables à la décision. Quand on a fait vraiment les réunions préalables avant le passage en AG pour faire voter les travaux, ça, c'était un moment très important parce qu'ils sont face à face aux intervenants, que ce soit de la société qui va réaliser les travaux, mais aussi des intervenants qui vont nous aider à avoir des financements. Et ça rassure un peu quand même beaucoup les gens. Et après, quand on arrive en AG, on n'a plus toutes ces discussions qu'on a évacuées préalablement et on se concentre sur les dernières questions qui peuvent se poser et on fait un vote efficace. Et par rapport à l'empiètement, est-ce que ça s'est posé dans votre situation? Oui, donc pour l'empiètement, on a fait donc au préalable un constat d'huissier pour montrer l'état avant travaux des façades communes avec le voisinage. Et après, on a fait des demandes d'autorisation d'empiètement. Donc, nous, on avait 4 pignons, 4 voisins différents concernés. Sur les 4 voisins, il y en a 2 qui nous ont fait des difficultés pour obtenir les accords. Donc, on a décidé de ne pas faire ces pignons. Et il y en a 2 qui nous ont donné leur accord relativement facilement avec des garanties. On ne vous entend plus, Monsieur Rouillard. Je vais passer à la question suivante. Peut-être une question pour Monsieur Delotal. En raison de la pénurie mondiale de bois, les fenêtres en bois vont-elles poser problème? Vous répondre sur la disponibilité du bois et des forêts certifiées, c'est assez compliqué à mon niveau aujourd'hui. Le ressenti que je peux vous donner, c'est celui que les fournisseurs nous donnent. Pour ceux pour lesquels nous avons un engagement sur les chantiers qui sont en cours et ceux qui sont à démarrer, les achats de bois sont déjà faits et sont déjà approvisionnés. Donc aujourd'hui, la problématique, elle se pose plus pour les chantiers à venir dans les 6 à 8 mois à venir, ce qui ne demeure pas compliqué dans la gestion des prix qui sont faits. Si on reprend par exemple le thème de la copropriété et le spectre de décision qui est fait autour de la copropriété, par exemple, vous savez que souvent les travaux sont votés avec des budgets en assemblée générale et des propositions sont faites bien encore en amont à l'occasion d'appels d'offres qui nous sont transmis. Et entre le moment où nous répondons à l'appel d'offres et le moment où nous exécutons les travaux, souvent on peut avoir une inertie de 1 année, 18 mois jusqu'à 2 ans. Donc aujourd'hui, les chantiers pour lesquels on a répondu il y a 6 à 8 mois sur les matériaux qui sont concernés par l'augmentation des prix aujourd'hui vont nous poser problème dans le semestre qui vient parce que la fluctuation des prix fait que peut-être nous ne serons plus en adéquation aujourd'hui avec les prix que nous avons proposés compte tenu de l'augmentation des matières premières et puis aussi de la difficulté des fabricants à s'approvisionner, à nous proposer des prix cohérents avec ceux qu'ils ont étudiés. Donc aujourd'hui, c'est plus cette problématique-là qui va nous concerner à court terme. Pour le bois, aujourd'hui, voilà, c'est comme si on imaginait une espèce d'entonnoir où toutes les demandes se sont d'un seul coup infiltrées. Il y a un gros engorgement, les matériaux sont pour le coup disponibles, mais il y a quand même, malgré tout, une file d'attente qui est assez longue à se résorber. Je pense qu'on verra plus clair d'ici, je pense, un bon semestre. Voilà. Après, pour les prix, j'ai essayé de vous répondre comme je pouvais, mais néanmoins, ces bois-là et ces essences-là, qu'ils soient résineux, qu'ils soient en bois exotique ou qu'ils soient en chêne, en feuillu, ce sont des essences qui sont issues de bois certifiés, donc forcément soumis à une production qui est quand même limitée. D'accord, merci beaucoup. A-t-on des isolants en matériaux biosourcés? Alors oui, on a des isolants en matériaux biosourcés. Aujourd'hui, pareil, en raison de tout un tas de pénuries mondiales, notamment dans les résines
qui permettent de lier les matériaux biosourcés, on n'est plus capable de donner des prix parce que les grossistes, les fournisseurs, pareil, ne nous donnent pas de prix parce qu'ils sont plus capables d'en avoir. Donc aujourd'hui, je réponds plus avec les isolants biosourcés, tout simplement parce qu'il n'y en a plus de disponibles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on utilise des matériaux biosourcés, ce qui est important, c'est que c'est bien vérifier que ces isolants-là bénéficient d'un certificat ACERMI. Un certificat ACERMI, c'est ce qui va vous permettre de récupérer l'ensemble des aides auxquelles vous avez droit pour faire vos travaux. Et sans ce sésame-là, vous ne pouvez pas bénéficier de toutes les aides, la TVA 5.5, MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, etc., etc. Donc, bien vérifier que votre isolant est éligible aux aides avant de partir sur un isolant. On a encore peu de réalisations en matériaux biosourcés sur Paris, mais ça commence. J'en ai fait dans le 11e, je crois, rue de Nice. On a fait un isolant en laine de bois. Ouais, je crois que c'était rue de Nice. Ouais. D'accord. Donc, ça existe, mais ce n'est pas encore très développé. Exactement. Lors de la réception, avez-vous fait contrôler la bonne réalisation des travaux par un bureau de contrôle type Veritas? Donc là, c'est plutôt une question pour Monsieur Rouillard. Oui, dans la prescription du bureau d'études que l'on avait retenu, il y a cette opération de vérification à la fin du chantier, que toutes les phases qui étaient prévues au cahier des charges soient bien respectées et qu'on ait un accord final. De toute façon, c'est le bureau d'études en finale qui s'engage à ce que les travaux qui étaient prévus ont bien été réalisés, et c'est ça qui fait foi pour l'obtention des aides de la ville de Paris et de la région Île-de-France. Oui. Avec pour vous la particularité d'avoir en plus été, fait partie du dispositif Éco-Rénovons Paris, avec la présence de la société Solia. Oui, tout à fait. Parce que chez Solia, il y a une partie technique, il n'y a pas que la partie comptable, il y a aussi une partie technique qui suit l'ensemble du projet et qu'on lui envoie toutes les cahiers des charges et toutes les informations techniques et qui le suit au fur et à mesure jusqu'à la fin du projet. Une question aussi, Monsieur Rouillard, sur le reste à charge des copropriétaires une fois toutes les subventions obtenues. Oui. Sur le montant, Est-ce que vous l'avez calculé, le pourcentage global? Oui, les aides en gros de la ville de Paris représentaient 40%. Et donc, on pouvait, avec le prêt à taux zéro, obtenir encore 50% d'aide de prêt. Donc, du coup, la reste à charge était assez faible pour l'ensemble des travaux collectifs. Après, les travaux privatifs pour les fenêtres, il y avait aussi des aides, mais ça, c'était en fonction du profil de chaque copropriétaire. S'il y avait des faibles ressources, si le nombre de familles, de membres de la famille, c'était des impôts, c'était un peu privatif, ça. Donc ça, j'ai pas trop de vue sur la partie fenêtre, aide sur la partie fenêtre, mais sur le collectif, oui, on avait fait un budget là-dessus. Oui. Donc, depuis l'époque où vous avez voté vos travaux, le système d'aide a un peu évolué. Donc, aujourd'hui, il y a l'aide MaPrimeRénov' copropriété. Il y a aussi des aides de la ville de Paris, mais soumises à des conditions d'accès un peu plus exigeantes. Donc, ça, si vous avez besoin, en tant que copropriétaire, de renseignements sur ces aides, vous pouvez vous inscrire sur Coach Copro. J'en profite aussi pour dire que si les participants souhaitent qu'on leur renvoie le PowerPoint de la société Coulon, ils peuvent remplir le questionnaire de satisfaction qui a été posté sur la discussion. Donc, une question complémentaire sur le biosourcé, au-delà des prix et de leur disponibilité, qu'est-ce que vous pensez de leur efficacité? Alors, les isolants biosourcés qu'on utilise, ce n'est pas ceux qui ont forcément la meilleure performance thermique. C'est-à-dire que pour atteindre le R237
dont je vous parlais, il faut des épaisseurs assez importantes. Après, chaque isolant a ses avantages, ses inconvénients. Donc là, l'inconvénient, c'est qu'il faut en mettre... faut des épaisseurs assez importantes. Après, c'est pareil, quand on met du biosourcé, c'est aussi une philosophie personnelle de se dire, tiens, j'ai envie de mettre quelque chose de biosourcé sur ma façade plutôt que du polystyrène. Voilà, c'est aussi une sensibilité particulière que les uns et les autres ont. Le biosourcé, c'est un peu plus cher. Le polystyrène, c'est ce qu'il y a de plus abordable. Donc, pareil, en fonction de ces moyens, des configurations techniques, on va plutôt se tourner vers tel ou tel isolant. Une question sur l'entretien sur le long terme d'une façade isolée par rapport à un ravalement classique. Alors, on va être sur les mêmes, quand on est sur de l'endumin sur isolant, on va être à peu près sur les mêmes délais, hein, parce que une fois qu'on a mis l'isolant sur la façade, on va venir le recouvrir d'un sous-enduit avec une trame en fibre de verre et un enduit taloché de finition. Donc, cet enduit de finition taloché, on pourrait très bien le faire directement sur le mur. Et là, on va le faire sur l'isolant. Donc, en termes d'entretien dans le temps, les délais sont les mêmes. C'est la même fréquence d'entretien dans le temps une fois que votre isolation thermique est faite. La seule chose, c'est que quand on fait une isolation thermique, c'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe, un peu plus technique qu'un ravalement traditionnel. Et il faut bien penser à toutes les interfaces, toutes les protections en tête pour que le complexe vieillisse bien dans le temps. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Moi, j'ai été appelé pour des constats d'assurance. On m'a demandé des devis pour refaire des isolations thermiques au bout de 5 ans. Mais parce que la mise en œuvre avait été absolument catastrophique. Et ce n'était pas dû au produit en lui-même, qui est un produit très technique, mais c'était dû à la mauvaise mise en œuvre du produit, à la méconnaissance de l'entreprise qui a posé le produit. Donc, quand on fait de l'endumin sur isolant, même fréquence d'entretien qu'un ravalement classique, c'est uniquement à la mise en œuvre qu'il faut choisir une entreprise vraiment qualifiée pour ne pas avoir de mauvaises surprises après. Et donc, dans le cas d'un bardage, du coup, le ravalement, entre guillemets, des bardages, ce sera le remplacement des panneaux ou est-ce qu'il faudra refaire toute l'ossature? Alors, un bardage, la pérennité du bardage dans le temps, et j'ai envie de vous dire beaucoup plus importante qu'un enduit mince sur isolant. Après, tous les bâtiments ne s'y prêtent pas. Il y a des bâtiments qui s'y prêtent, il y a des bâtiments qui s'y prêtent pas, il y a des mairies qui l'acceptent, des mairies qui ne l'acceptent pas. Donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi à n'importe quel endroit. Donc, il faut toujours une bonne adéquation entre le produit qu'on va mettre sur le mur et puis la performance recherchée, la localisation de votre bâtiment. Mais quand on est sur un bardage, typiquement, l'isolant est protégé par le parement, il est abrité. Donc, après l'entretien, ça va être peut-être un lessivage du bardage dans le temps, mais vous n'aurez pas à déposer tout votre bardage et puis en remettre un. C'est des choses qui peuvent durer voilà, tant qu'on n'y touche pas, qu'on ne les abîme pas. Après, c'est de l'entretien s'il y a des plaques cassées au rez-de-chaussée par une voiture, par de la malveillance, des choses comme ça. Mais sinon, il ne peut pas se passer grand-chose. Peut-être une dernière question pour finir. Quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez avec un conseil syndical et qu'attendez-vous d'un conseil syndical en tant qu'entreprise de travaux? C'est marrant, elle est sympa cette question. Nous, en tant qu'entreprise, un chantier, c'est un travail d'équipe. On réussit rien seul, donc on gagne ensemble. Et la seule moyen de réussir un chantier, c'est de travailler en équipe. Donc il faut que l'entreprise, l'architecte et la maîtrise d'ouvrage entre le syndic et le conseil syndical aient envie de réussir l'opération. Il faut que tout le monde faut qu'on se fasse confiance. À un moment donné, il faut que les uns et les autres, on se fasse confiance. Quand l'entreprise dit quelque chose, il faut qu'elle respecte ses engagements. Et puis après, il faut que le conseil syndical aussi fasse confiance à l'entreprise, que l'architecte fasse confiance à l'entreprise. Donc, je pense que la confiance, c'est important.
Ce qui est important, c'est d'avoir des gens réactifs. Quand on fait un chantier, quand on est lancé, nous, on a besoin de validation technique, on a besoin de validation des couleurs, des matériaux. On a des délais importants de commande. Donc, il faut qu'on ait en face de nous des gens réactifs pour avoir des décisions rapides et pas mettre en retard le chantier. Et puis, après, des gens qui sont aussi coopératifs, parce que comme disait M. Rouillard, quand on fait un chantier, il peut y avoir des désagréments. On va faire peut-être un peu de bruit, peut-être un peu de poussière. On a besoin de place pour stocker nos matériaux. On a besoin de place pour mettre nos installations de chantier. Donc, il faut aussi un conseil syndical qui soit moteur, compréhensif et qui a envie de faire un beau projet. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, toutes les entreprises, en tout cas, seront satisfaites d'avoir un conseil syndical comme ça en face d'elles. D'accord, donc on termine là-dessus. Confiance et collaboration. C'est ça. Merci de vos interventions à tous les trois. Et donc pour le PowerPoint, remplissez bien le questionnaire de satisfaction. Et voilà, on va s'arrêter là. OK. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah.